Ça part. Bon, ça enregistre. Rebonjour Nawel. Et bonjour Marie. Aujourd'hui sur l'enfant. Alors, en parlant, j'avais dit l'enfant intérieur, et je me rends compte que c'est peut-être plus l'enfant, sans dire s'il est intérieur ou extérieur. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder quelque chose qui concerne notre enfance, que ce soit les enfants qui sont aujourd'hui dans cet âge-là et qui ont besoin de leurs parents, parce que c'est quand même une réalité. L'enfant a besoin des parents, beaucoup au début, de moins en moins en grandissant, jusqu'à l'autonomie et l'indépendance. Mais c'est un état de l'être humain qui on peut pas faire fi de ça. Et il en reste aussi une empreinte dans l'être humain que nous sommes, adultes, parfois restés adolescents longtemps et puis adultes, et on verra ça aussi. Donc j'ai envie de te demander heu, sans être filou, sans essayer d'attendre un résultat, qu'est-ce que toi tu entends par l'enfant? Qu'est-ce que c'est pour toi l'enfant? Bah, en fait, déjà sans passer par la tête, quand tu dis l'enfant, moi j'ai envie de faire ça avec mes bras, de faire, j'ai envie d'avoir un grand enfin, ma tête, j'ai l'impression que c'est un grand soleil, qu'il y a un truc de rayonnant, il y a de l'énergie, il y a un grand sourire et il y a le fait d'avoir les yeux grands ouverts et de se tourner vers quelque chose avec entrain, avec, un pulse, avec, quelque chose de des petits pas, des voilà, il y a tout ça. Waouh! Le 1er truc qui vient, c'est ça. Génial, enfin génial, ça me fait écho, j'adore. Ça Du coup, ça donne envie de se réjouir, ouais, c'est peut-être aussi plus un état d'être que quelque chose qu'on peut décrire avec, des mots, avec le mental. Après, on va essayer de mettre des mots, mais je trouve que avant tout de ressentir en soi, de ressentir aussi, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit, telle chose, c'est comme si, c'était des cadeaux sous le sapin de Noël et je vais les ouvrir. C'est cet état comme ça à l'intérieur où ça tend, mais ça tend d'excitation et de réjouissance de quelque chose qui est un présent de la vie, un cadeau. J'aime bien utiliser le mot présent parce que le présent, c'est dans le présent, c'est dans le moment Oui, présent. Et c'est ce que j'ai, moi, à offrir de plus précieux et d'authentique et de tout ça. Donc, moi, ça me connecte à ça. Ah, et donc, j'avais envie de rappeler rapidement, parce que comme je te l'ai dit, j'ai oublié mon super PowerPoint, comment j'aborde ces émissions de Change-toi depuis l'intérieur et change le monde. Donc là, dédié à l'enfant. Donc j'ai une vision, de l'être humain comme en fait une pile électromagnétique, donc qui émet une énergie qui est plus, parce que quand une pile émet de l'énergie, c'est positif et qui reçoit de l'énergie, donc c'est une polarité moins et c'est pas sous forme d'une pile, c'est sous forme comme une pomme. Donc en fait, traverse par le canal qu'on a, je préfère l'appeler chouchouma qu'un autre nom parce que c'est très utilisé l'autre nom et voilà, j'aime pas. Donc chouchouma, c'est un canal comme une cheminée de lumière avec, 2 ouvertures vers l'extérieur, donc Muladhara, le chakra racine et le chakra couronne et donc on est connecté à l'univers, donc en fait, on reçoit par cette polarité négative et puis par la polarité positive, on émet à l'extérieur. Donc en fait, c'est comme, 2 sources, voilà, ça jaillit et ça se rejoint à une certaine distance du corps. C'est aussi ce qu'on appelle l'aura. Et en fait, suivant l'état vibratoire, quand on a ce qu'on appelle des basses vibrations, on va dire la peur, la colère, des choses voilà, où on est un peu serré en soi, le champ magnétique est petit. Et même les polarités peuvent s'inverser. C'est-à-dire que le canal peut se boucher et on peut devenir récepteur autour de soi, par les autres humains, par le contexte, tout ça, par les règles, par l'autorité, tout un tas de choses. Et du coup, euh, on n'émet plus. Et puis quand on émet des vibrations hautes, donc c'est ce que tu as décrit, la joie, la réjouissance, le waouh, d'ailleurs les bras ils font ça. Euh, une émission d'amour, ouais, ça trépide, ça.
Là, on émet jusqu'à 5000 fois plus d'ondes, c'est calculé, hein, c'est mesuré, avec le cœur. Donc ça part du cœur, comme vous imaginez, ça passe par la tête et par le ventre, 2 autres centres importants, et ça s'ouvre. Donc en fait, on va essayer de voir les choses avec ça comme grille de lecture profonde, mais avec peut-être des cas concrets, et puis on va essayer de voir. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder l'enfant réel, aujourd'hui, avec ses parents, tel qu'il est, tel qu'il vit aujourd'hui à notre époque, et notre enfant, la trace, le souvenir de notre enfant à nous à l'intérieur. J'ai juste envie de dire une chose, c'est qu'un enfant, comme je l'ai dit, il a besoin de 2 parents ou d'un parent. Il a besoin de 2 images qui l'entourent ou de... Voilà. Après, il les crée, hein. Et l'enfant intérieur, dans l'âge adulte, en fait, il est intégré, qu'il a aussi ces deux polarités, masculin-féminin, et surtout papa-maman, qui le bordent. Et un adulte qui serait rassuré, je veux dire, c'est quelqu'un qui a les trois. L'enfant, c'est un peu comme la Trinité. Euh, L'enfant, la polarité masculine et la polarité féminine. Enfin, le papa et la maman, c'est-à-dire l'ordre, les limites, tout ça, la capacité à s'émerveiller et à accueillir et à créer, polarité féminine maman. Voilà. Et donc l'enfant, il peut vivre comme ça. Bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Voilà, le décor est planté. Donc ce que j'ai envie, c'est qu'on soit dans la pratique. Et peut-être, si c'est possible, d'aller s'aligner déjà. Donc, je te propose, Nawal, et je propose aussi à ceux qui vont nous rejoindre de s'aligner sur cette ligne verticale dont j'ai parlé, ligne de lumière qui traverse tout le corps, qui traverse tous les chakras, donc depuis la couronne, le troisième œil, la gorge, au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, au niveau du hara, le centre sacré, et au niveau du Muladhara, le plancher pelvien. De sentir, voilà, de réveiller tout ça et de sentir que ça se prolonge et qu'en fait, on est relié à l'univers. On est relié à Terre-Mère par le bas et on est relié à tout l'univers par le haut. Donc, d'être dans cette colonne-là. Et puis, à partir de là, en fait, c'est pas, on s'identifie pas à ça, c'est là, de laisser jaillir la joie, la réjouissance, euh, l'effet cadeau de Noël sous le sapin. Quand il y a de la neige, la neige. Quand il y a du beau temps ou des étoiles, le beau temps, les étoiles. L'oiseau multicolore, parce que moi je suis au Costa Rica, donc c'est ce qui, pour moi, euh, représente un peu la joie, les couleurs, l'enthousiasme. Mais il y a plein de choses sous toutes les latitudes qui peuvent réjouir. Les Inuits, ils ont 50 façons de dire la neige et le blanc. Ça peut être aussi une façon de se réjouir. En fait, il n'y a pas d'endroit spécial pour ça. Donc, de connecter ça. Et de voir, voilà, comment ça prend l'espace, comment, ce que je vous ai dit, comment ça s'installe. Alors déjà devant, parce que la communication en face à face avec quelqu'un, ça passe par le devant du corps, mais il y a aussi tout ce arrière, côté du corps. Donc moi, je viens de la danse, hein, donc forcément, le corps, c'est l'outil premier pour être dans l'espace et avec les autres. Comment ça rayonne partout et comment on peut aussi prendre des informations de l'arrière. Comment on peut se connecter avec les autres, avec parfois l'arrière, on dit c'est là où il y a nos ancêtres qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous chapeautent. C'est aussi ça, l'enfant, c'est aussi être dans une lignée. Peut-être, toi, tu peux nous dire quand, de manière, comme tu as envie d'en parler, hein, à un moment où tu as eu ta fille, est-ce que tu as senti que tu avais quelque chose de particulier, d'une connexion à tes ancêtres? Euh, Ça a fait partie de ce moment parce que
parce que déjà, moi, je l'avais questionné. En fait, c'est la question de la... Pour moi, ça fait le lien avec ma question autour de la place et de comment moi, je m'inscris ou m'inscrivais ou m'inscris du coup dans cette lignée-là par rapport à quelle place j'ai et comment je me sentais justement pas forcément moi héritière de quelque chose. Je me sentais assez en dissonance, assez en décalage, assez comme si il y avait quelque chose que je voulais faire pivoter parce que c'était pas parce que moi c'était moi c'est autre chose et c'est plus la femme et la grande lignée de la femme qui porte la vie et qui lui permet de s'incarner, enfin d'être traversée par la vie pour pouvoir accueillir un être sur Terre. C'est plus dans cet héritage-là où j'ai ressenti que j'appartenais à une lignée, à quelque chose de bien plus grand que moi. Et j'ai été très touchée, ça m'a vraiment touchée au cœur et ça a transformé ma position d'être, de femme, etc. Avec un profond désir d'engagement et de prendre place, du coup. Et pour ma fille, je le vis plus de cette façon-là, beaucoup plus transversale, en tout cas à ma lignée de famille. Là, je questionne plutôt comment un triangle peut arriver dans une lignée de rond. Il y a quelque chose comme ça. Et comment ça peut être J'ai pas entendu dans une lignée. de rond ou de carré. Tu vois qu'on a Ah, d'avoir d'accord. une forme, quelque chose de la différence et que et comment il y a plutôt comment et ça touchera peut-être aussi comment moi j'ai vécu ma vie, ma place d'enfant, mais pas de se sentir quelque part pas forcément en famille, pas forcément profondément accueilli, accepté, etc. Et donc c'est plus comment revenir et pacifier et remettre du lien et de la conscience, de la compréhension, le sens, ça a nécessairement un sens, ou pas forcément le conscientiser, mais en tout cas, comment aller pacifier et aller remettre du lien à cet endroit-là. Mais je n'ai pas forcément cette perception de lien au niveau de ma lignée de famille. Par contre, je l'ai fort avec ma fille, mais de ce qu'il y a avant, voilà, c'est plus sur quelque chose de transversal de la femme, de l'humain, enfin de l'être. Ouais, parce que ce qui nous constitue, en fait, est là. Je parlais tout à l'heure d'en fait, le niveau énergétique de l'être humain et comment il est au monde. Parce que toute chose sur la Terre, chaque plante, chaque animal, mais chaque objet aussi, une pierre, une bouteille d'eau, chaque chose a sa signature vibratoire et nous faisons partie d'un champ vibratoire. Alors évidemment, quand on est un être humain avec des parents, en tout cas des concepteurs, on a cette reliance vibratoire dont on a conscience ou dont on n'a pas conscience, qui œuvre en sous-main ou en silence ou qui œuvre de manière consciente. Et parfois, quand il y a des schémas transgénérationnels dont on n'a pas conscience, bah, c'est souvent ceux-là qui œuvrent et qui ont envie de s'inviter pour qu'on les rende conscients. Et évidemment, quand on a un enfant, la place change. On passe de enfant, même si on est adulte, on passe de enfant, donc un peu tête de proue, c'est-à-dire tête de proue de... c'est marrant parce qu'en général, on dit tête de proue plutôt pour ceux qui restent vivants et qui sont les plus vieux. Mais moi, je vois l'enfant comme une tête de proue de la vie. Et soit, en tant que parent, on passe en deuxième rang. Et, euh, et du coup, on s'inscrit dans cette grande histoire de la vie, de transmission où la vie ne s'arrête jamais. C'est aussi ça qui est la beauté d'avoir des enfants, c'est que c'est aussi ça, je pense, l'élan, le désir d'avoir des enfants, c'est de perpétrer cette grande vague de la vie.
C'est comme, nous sommes tous un grand océan et les enfants sont une vague. Une vague, une nouvelle vague, une nouvelle vague. Voilà. Du coup, en mettant des enfants ou un enfant au monde, on a l'impression de perpétrer. On ressent ça. Et donc, ce que tu dis, c'est tout à fait ça. Toi, en ayant eu ta fille, tu as pris conscience de certaines choses. Et en même temps, il y a des choses qui sont aussi inconscientes. Et, euh, et en même temps, on est chacun. Donc, il y a ça, ce que je viens d'expliquer avec l'enfant. Et puis, il y a aussi le fait qu'en nous, on porte en nous, à l'extérieur, enfin, au niveau de la vibration, on garde un enfant, notre enfant, celui qui était enfant quand on était enfant et qui a pu plus ou moins rester vivant. Alors, il reste présent. Parfois, il crie, il a besoin d'être là. Parfois, on l'accueille et donc il n'a pas besoin de crier. Il vit. Mais en tout cas, il a vraiment besoin d'être là. Il a vraiment besoin d'être accueilli et d'être protégé comme un véritable enfant. Accueilli, donc c'est plutôt la mère intérieure. Protégé, c'est plutôt le père intérieur pour aller vite. Il a vraiment des besoins primitifs. Et parfois, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, quand il ne le trouve pas, quand il n'a pas construit à l'intérieur, il va le chercher à l'extérieur parce qu'il en a un besoin crucial pour se rendre compte qu'en fait, bah non, c'est à l'intérieur. Mais en fait, ce miroir permet après de construire à l'intérieur cette parentalité qui le protège. Est-ce que Parce tu... que Ouais, dis-moi. il y a quelque chose qui m'est venu qui est important pour moi, que j'aimerais pouvoir verbaliser par rapport à la partie de l'enfant quand on a l'enfant, juste avant qu'on parle de l'enfant en soi aussi. Il y a quelque chose que j'ai réalisé quand j'ai été enceinte, par contre, par rapport à la lignée des femmes de ma famille. Et je trouve que c'est important de le dire parce que c'est une question justement de clarté, de transparence, de communication et de transmission. Dans ma famille, j'ai réalisé en fait que c'était tu et les femmes n'avaient pas dit, ne s'étaient pas dit et on ne m'avait pas dit quelle avait été l'expérience de la femme enceinte et du rapport à l'enfantement, à la maternité. Quand moi j'ai été enceinte, à ce moment-là seulement, ma mère s'est livrée et m'a parlé d'une expérience intime qu'elle a eue, qui est d'ailleurs très trouble et troublante, et elle ne sait même pas vraiment ce qui lui est arrivé, mais elle m'a fait part d'une expérience de fausse couche ou d'avortement, enfin quelque chose comme ça, qui est donc très nébuleux pour elle. Et elle a posé ces mots-là seulement les jours qu'on suivi l'annonce que j'ai faite à mes parents de leur dire que moi j'étais enceinte. Et, et suite à ça, elle a aussi partagé que ma grand-mère aurait eu, et je sais même pas, on garde, ça a été dit, mais il y a quand même cette sorte de voile qui est laissé. Donc c'est encore nébuleux. Je ne sais pas exactement quelle a été l'expérience, mais il y a eu quelque chose aussi autour de ces notions-là. Et d'une part, pour moi, ça semble aberrant que je le comprends par rapport à la sensibilité et l'intimité et la délicatesse. C'est pas toujours évident de pouvoir parler de choses qui nous ont bouleversés. Mais justement, en tant que mère, en tant que femme, en tant que ce parent, cet être avant dans le mouvement des vagues dont tu parles, le fait de transmettre justement l'importance de ces moments-là, pour moi, ça devrait avoir une place centrale dans la posture de parent, la posture de celui qui a plus d'expérience en tant que femme, de celle qui a une expérience de femme et qui peut transmettre à la femme en devenir qui n'en a pas. Comme on partage des cellules, on partage bien plus que simplement une position sur un arbre généalogique, de transmettre qu'est-ce qui en fait fait l'autre. Si ma mère m'avait dit ces mots-là avant, j'aurais pu, moi, dans mes cellules, intégrer que tu vas garder ta couche, ma chérie.
intégrer que, il y avait une fragilité, il y avait une blessure, il y avait et moi, j'aurais pu peut-être accueillir ça et ne pas reproduire des choses ou ne pas faire certaines expériences. Donc, moi, j'intentionne pour ma fille d'être un parent qui choisit les mots et qui adapte au mieux dans son intérêt, mais par contre, qui est claire et transparente et qui lègue cet héritage-là de mon expérience, des expériences qu'il y a eu avant moi dont on m'a fait part, qu'elles soient dans ma lignée ou pas, mais d'autant plus quand elles sont dans ma lignée et que vraiment, dans ma chair, dans nos cellules, je la porte et je la transmets. Et voilà, je voulais partager ça parce que c'est une réponse que j'aurais pu faire à ta question et elle m'est venue un petit peu après. Voilà. Non, mais c'est très intéressant et c'est surtout très touchant, en fait, ce partage, aussi de femme à femme, là. Voilà, je reçois, merci pour la confiance aussi de partager en même temps quelque chose qui est universel, hein, qui concerne toutes les femmes qui sont enceintes, qui changent de statut. En fait, tu as mis le doigt dessus. Pour ta mère, j'imagine, je ne peux pas savoir, que jusqu'à ce que tu lui annonces que tu étais enceinte, tu étais sa petite fille. Et puis à partir du moment où tu es devenue mère potentielle et mère réelle, il y a tout cet espace entre la conception de l'enfant, l'annonce et l'accouchement aussi, qui est très, très important dans la conception de l'enfant, mais aussi dans sa conception symbolique et dans la famille. Il y a tout ça qui manque de mots, ouais, où il y a vraiment besoin, enfin, j'entends, il y a besoin de mots. Et ça, je pense que c'est universel aux sociétés modernes. Et c'est pour ça que je trouve très touchant ton témoignage, très important, et que j'apprécie particulièrement. Bon, moi, j'ai pas pu le faire avec mes enfants, je n'en avais pas connaissance, mais l'accompagnement des doulas tout le long de la grossesse, l'accouchement, et aussi avec d'autres femmes qui traversent le même type d'expérience, donc enceinte, et pas juste préparation à l'accouchement, mais vraiment toute cette période-là particulière où il y a beaucoup de choses qui changent. Et puis, préparation avec la famille, avec les parents, avec la maman. Souvent, traditionnellement, la maman accompagnait aussi l'accouchement. Non pas comme doula, mais comme témoin de la lignée, justement. Je suis grand-mère, ou je suis maman et je deviens grand-mère. Je suis fille et je deviens mère. Donc, c'est toutes des histoires de femmes, hein. On parle de l'enfant, mais là, on parle même de l'enfant-fille. Ce qui peut être assez semblable avec l'enfant garçon, parce que c'est une femme qui a eu sa mère, qui a porté sa mère, et c'est une femme qui porte l'enfant garçon. Donc en fait, jusqu'à ce que l'enfant garçon arrive, c'est un peu la même histoire. Et le fait qu'il soit garçon puis qu'il devienne homme, c'est un chemin qui bifurque, mais en fait, l'histoire de l'humanité, c'est aussi des histoires de femmes, et puis des Et histoires d'hommes, et qui se rencontrent. Et d'ailleurs, pour le dire aussi pour les hommes qui nous rejoindront, Mhm. on parle de femmes parce qu'elles vont en faire l'expérience potentielle dans leur vie, de porter cette vie et d'être dans l'expérience de l'enfantement. De la même façon, l'homme, pour différentes raisons, culturellement, a pu être un peu écarté de ce temps-là. Il y a culturellement des endroits aussi où on lui permet de recouvrer sa place parce que tu parlais de sécuriser. L'homme a un rôle important dans l'enfantement, puisque comme donc, les êtres humains, hommes et femmes, se rencontrent, ce qui permet à l'humanité de continuer à perdurer. Mais le processus se vit à deux. L'homme est présent auprès de la femme pour l'accompagner dans ce processus-là. Et donc, le fait que les hommes soient écartés aussi de ce moment, ça peut avoir des conséquences encore de dissocier des pôles, des polarités. Accueillir un enfant avec la polarité de la mère et du père, ça me semble vraiment naturel, primordial, important. Le père qui préserve cet espace-là, et donc l'enfant garçon qui deviendra homme, qui connaît ce processus-là en étant plus ou moins proche de ça, mais qui lui aussi connaît comment la vie arrive, comment les êtres humains arrivent à la vie et comment lui aussi un jour pourra prendre sa place dans ce processus-là aux différents moments, notamment pendant la période, le moment de l'accouchement. Et comme c'est primordial, naturel et primordial.
Oui, et puis l'accueil aussi. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir le père de mes enfants, j'ai 3 enfants, qui a été présent. Je veux le dire aussi comme ça, parce que j'avais une conscience de qu'est-ce que c'était la place du père, que j'avais aussi lu Frédéric Le Boyer pour une naissance sans violence, par exemple, sans souffrance, pardon. Et, heu et pour moi, c'était important que le père soit là le long, bah, puisque c'était aussi un engendrement conscient. C'était souhaité par les 2. Donc c'était possible de suivre la grossesse et l'accouchement, et aussi pour l'accueil de l'enfant dans le monde. Et je crois que c'est important ce moment où quand le père est là et il accueille l'enfant. Et donc on avait été suivis en autonomie pour la 2e grossesse qui était gémellaire et où ça a vraiment aussi beaucoup apporté. Le moment où le père reçoit l'enfant et où il présente la mère. Donc en fait, ce moment entre le passage du monde intérieur, de la fusion mère-enfant, l'enfant sort, il va avec le père, donc du coup, il fait partie du monde du père. C'est assez drôle. Le père présente la mère et lui dit: «C'est ta mère». L'enfant n'a jamais vu la mère de l'extérieur. Il y a cette distance, et cette distance, le fait que cette distance, ce soit le monde du père aussi, permet que l'enfant, à un moment donné, va pouvoir sentir la division possible. C'est Moi, c'est symboliquement. je conçois pas la séparation à ce moment-là. Et moi, j'ai apprécié justement que à la naissance, ma fille puisse euh, découvrir l'extériorité, mais en gardant le seul point de repère qu'elle avait qui était dans sa chair était mon corps. Par contre, son père était là aussi, et je te rejoins vraiment sur l'accueil. Mmh. Et moi, où j'ai été vraiment bouleversée, c'est que c'est lui qui l'a nommée quand elle est née. Il l'a tout de suite reconnue par son nom, pas par son prénom. Il l'a nommée. Il n'a pas dit oh, un bébé, c'est une fille, etc. Vraiment, on était tous les deux présents. Il m'a soutenue pendant l'accouchement et il l'a nommée. Et cet accueil-là, le fait de donner un nom et donc une place d'être parmi les siens, enfin Mmh. d'humain parmi les siens. Tu vois, il y a cette notion aussi d'un accueil et d'une place. Oui, oui, mais quand je parle de séparation, c'est pas une séparation tranchée du tout. C'est juste un bah, comme l'espace aérien, bah, l'espace aérien, il y a aussi d'autres êtres, et en tête de proue, là encore, des autres êtres, il y a les hommes. Il y a l'homme, il y a papa. Et après, évidemment, il y a pas la séparation d'avec la mère, mais en fait, c'est juste impossible. Et il y a ce va-et-vient, le tissage avec le monde, les autres, maman, et petit à petit peut se construire de manière libre et respectueuse du rythme de l'enfant, ben, son émancipation, son autonomie au monde. Et quand je dis le père, c'est pas forcément, le père en tant que père, c'est peut être, d'autres humains. Mais c'est juste cette triangulation qui suit au duo mère-enfant. Où le père est déjà là par l'audition, mais il est pas là physiquement. Mais en fait, ce que ça pointe ça, c'est aussi le manque de rituel. Parce que pour que, un enfant arrive dans un couple ou dans le monde, bah, il faut déjà que ses parents aient la conscience qu'ils soient adultes. Ce que je veux dire, c'est que dans nos sociétés, on n'a pas de rituel pour passer de l'enfant aux parents. On passe, quasiment directement de l'enfant de ses parents, c'est ce qu'on a dit avant, à à à l'adulte. Et d'ailleurs, Frédéric Le Boyer, il disait un truc qui m'avait choquée. Donc, je suis désolée de donner ça comme, il a eu dit des choses extraordinaires, mais ça, c'était quand même choquant. Il dit: «Une femme n'est pas une femme tant qu'elle n'a pas eu un enfant, et un homme n'est pas un homme tant qu'il n'a pas tué». Bon, bah, ça, c'était quand même débile, mais c'est pas faux, en fait, dans nos sociétés, parce qu'il y a pas ce rituel de passage de l'enfant à l'adulte. S'il y avait ce rituel de passage, eh bien, on n'aurait pas besoin d'aller plus en avant. Parce qu'un Oui, adulte, c'est pas une femme, ça n'est pas une mère, je suis désolée, c'est autre chose. oui, je te Et rejoins. une femme, elle se détache de
de son état d'enfant à un moment donné, par les règles. Aussi, tu as parlé des choses qui ont été transmises par ta mère. Il y a aussi, après, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais il y a aussi dans notre monde quelque chose par rapport aux règles où c'est sale, où c'est pas ritualisé, alors que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est encore un autre accueil au monde. Mais là, un accueil dans le monde des femmes et un accueil dans le monde cosmique, en lien avec la lune, avec le cycle du ciel, de la nature. C'est quand même super puissant. Et des cycles en soi, parce que jusqu'où l'éducation, la transmission de... Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que vivre en tant qu'être dans un corps de femme? C'est connaître les rythmes et les cycles de ce corps. Et il y a beaucoup de femmes qui pensent d'elles-mêmes être manquer de stabilité, être perturbées, enfin qui vont poser des mots comme ça parce que vivre les variations du cycle sans en avoir conscience comme simplement déjà un état naturel et même une opportunité de traverser différents états, alors qu'on pourrait penser voilà, que l'homme a quelque chose de beaucoup plus constant dans simplement ces cycles à lui qui ne sont pas des cycles. Mais donc le fait qu'il n'y ait pas cette transmission-là, il y a une perception de l'humain qui devrait être linéaire et qui vient se heurter à la réalité de quand on vit et qu'on est une femme et que voilà, on a des variations. Donc, il y a même cette transmission de qui je suis et de conscience de soi qui est complètement absente et qui est absente et pas ritualisée en plus dans la forme que pourrait prendre cette transmission. Ouais, non, ouais, dans mes accompagnements, je propose à certaines femmes qui ne sont pas ménopausées de ritualiser un passage avec la peinture de leur menstru, leur sang menstruel. C'est très, très, très puissant. Il y a ce rapport entre justement l'intériorité et l'extériorité qui est mis très, très en avant. Et puis, le rituel de passage. Le rituel de passage qu'on se donne à vivre à soi-même. C'était Alessandro Jodorowsky qui avait initié ça avec des femmes qui avaient justement soit des douleurs menstruelles, soit des problèmes de dissociation, de ne pas être complètement dans leur corps. Et ça, parce que ça part de l'utérus, c'est vraiment relié à notre hara et au centre euh, de notre gravitation. Parce que là, moi, depuis le début, je parle d'électromagnétisme. Donc l'électromagnétisme, il est aussi à voir avec notre matière physique et notre gravitation. Comme ça part de là, et que c'est lié à toutes les lignées avant, hommes et femmes, hein, et que c'est lié à tout ce qui vient après, ça nous met dans une linéarité de temps ou dans un cycle de temps universel. Et comme on l'a abordé, des cycles qui nous relient aussi à la cosmogonie. Donc en fait, cet endroit-là, l'utérus, et ces cycles-là nous relient à la Terre et au cycle de la Terre et au ciel. Et c'est vraiment, on passe d'une vision de pathologiser les femmes, hein, parfois ça va jusque-là quand même, hein, que ce soit pour ces menstruations, il y a des femmes qui sont malades de ça, que ce soit pour le fait d'avoir des enfants, la stérilité aussi, que ce soit pour tout l'accouchement, où il y a des femmes qui ont des grossesses pathologiques, que ce soit après aussi, psychiquement, dans le lien à l'enfant. On passe de quelque chose qui peut être pathologique à quelque chose qui est cosmique. Et là, on sent bien dans ce basculement qu'il y a toute une compréhension du sens de la vie qui prend une ampleur pas. Parce que ce que j'ai envie d'apporter, moi, dans ces partages que nous faisons là, c'est qu'on s'identifie au petit humain et peut-être à l'humain qui a été conditionné par tout ce monde dans lequel on vit, qui voudrait nous dire que la réalité, c'est comme ça, de nous faire passer de cette conscience à la conscience de la réalité du monde, de comment nous sommes faits, comment nous sommes reliés et comment, en fait, on ne peut pas se faire diminuer, on ne peut pas rentrer dans une boîte. Mais pour ça, il y a des rituels de reliance à avoir, il me semble. Et le dernier truc par rapport à ça, parce que ça m'a fait penser plusieurs fois quand tu as parlé, et c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder, c'est la notion de dissociation. Voilà, pour nous faire rentrer dans des boîtes et nous faire nier une certaine réalité de tout ce que c'est
le fait d'être une femme, d'être un être vivant et d'avoir des enfants, il faut nous dissocier d'une part de nous. Parce que sinon, cette réalité n'est pas réelle, c'est une illusion ou un mensonge et donc on ne peut pas s'y identifier. Et du coup, ça nous fait passer, et ça c'est très présent dans le monde dans lequel on est. Moi, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne. Je dirais même quasiment 100% des gens que j'accompagne, c'est des gens qui vivent une dissociation de leur âme et de leur corps. Ou même l'âme, parfois, elle ne peut plus revenir. Ou alors, elle a fait des blackouts de parties de vie, elle a complètement oublié, complètement mis de côté. Et comme je le disais au départ, tout ce qui est pas conscientisé mais qui a été vécu, qui a une trace cellulaire, ça œuvre en soi. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental par rapport à l'enfant. Donc l'enfant aujourd'hui dans notre monde, euh, il peut être invité à être dissocié. Et après, l'adulte qui va en résulter, bah, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Et je pense que récupérer son enfant intérieur, c'est aussi récupérer des parts de soi. Et comme on le disait, c'est pour ça que c'était intéressant de parler de l'accouchement, accueillir des parts de soi et accompagner ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, quand je t'entends, c'est naître à soi-même. En fait, le pont entre les deux, pour moi, il est dans le lien, comme entre le cosmique et l'humain, entre l'extérieur, l'intérieur, il y a un pont. On est un individu de chair qui naît, mais avec cette étincelle de substance divine à la naissance. Donc, le pont existe à ce moment-là et c'est tout ce qui mérite que ce soit aussi ritualisé pour être consacré, vraiment qu'il y ait quelque chose d'engrammé dans la cellule, mais ce quelque chose, c'est une substance, enfin c'est substantiel, et donc en conscience de donner la vie pour, cheminant avec, en tant qu'individu, avec sa conscience, un jour, naître à soi-même et faire ce chemin de s'accueillir, faire ce chemin de se laisser traverser par la vie et naître à soi-même et s'accueillir. Voilà, là, en t'entendant, j'étais vraiment sur cet aspect-là, parce que sinon, reste... et c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a ce parallèle avec aussi des dictates extérieurs de société ou tout ce qu'on voudra, de comment on infantilise, mais alors c'est très péjoratif de dire ça, ça veut dire on enlève le pouvoir à l'autre, on enlève sa responsabilité, sa capacité à être lui-même, sa dimension, donc on lui ôte une ou des parts. Et donc là, tout cet accueil de soi, tout ce recouvrement de soi, toute cette naissance à soi-même, ou toute cette capacité à donner la vie avec toute cette conscience pour le faire avec la dimension naturelle et sacrée que ça représente, un accouchement, un enfantement, une naissance, comme toute cette dimension sacrée que représente la vie et cette dimension de l'être. Maman. Et oui, ma chérie. Ou recouvrir, naître à soi-même, c'est aussi recouvrir des parts qu'on a sûrement, ça doit faire partie du processus, laissé déjà en tant qu'enfant, et ça sera quelque chose que j'aimerais aborder dans notre échange, c'est on diminue on diminue l'autre dans sa posture d'enfant. Parce que ce n'est qu'un enfant, c'est pour ça qu'on dit infantilisé de façon péjorative, c'est une petite version, c'est une version petite, elle est moins, elle a besoin de l'autre, donc elle n'est pas entière, elle n'est pas en capacité, elle manque d'eux. Il y a toute cette résonance que moi j'ai vécue en tout cas et qui fait qui je suis, mais que j'ai vécu et que je souhaite transformer dans ce que j'offre à l'autre, dans sa considération, déjà en tant qu'enfant, pour que plus tard, en tant qu'adulte, il puisse être considéré aussi avec cette part-là. Mais il y a quelque chose d'être entier, de faire ce chemin-là quand on est adulte pour se rassembler, naître à soi-même, et puis considérer l'enfant comme ma fille ici, l'enfant dans la vie autour de soi ou l'enfant en soi, comme n'étant pas une petite version de quelque chose, comme n'étant pas euh, parce qu'il y a du besoin dans l'impuissance. Non,
considérer et consacrer, voilà, remettre de la sacralité et de l'intégrité à cet endroit-là, pour que ces êtres extérieurs, comme les enfants qu'on croise autour de nous ou en nous, puissent avoir toute leur souveraineté, toute leur rayonnance, toute cette énergie dont on a parlé un petit peu, pour que tout ça puisse être plein. Et donc pour que l'être, peu importe son âge, peu importe soit, puisse toujours être et faire ce chemin pour sa complétude. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Oui, et puis dans ce que tu dis de cet être diminué, il y a pas sa souveraineté qui est prise en compte. Ça, c'est aussi une notion importante que tu as dite. Et il n'y a pas non plus son innocence. En fait, l'innocence, c'est pas une tare. L'innocence, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau non seulement pour les enfants, mais pour tous les êtres humains jusqu'à leur mort. Et ça nous connecte aussi à la finitude de la vie. Donc la vie commence et la vie finit. Et la vie est sacrée parce qu'elle elle est souffle divin. L'âme, c'est comme le souffle. On est en inspirant pour la première fois. Je ne sais pas à quel moment vient l'âme et je ne sais pas vraiment la question. En tout cas, tout au long de notre vie, nous respirons comme les vagues. Donc, nous sommes vraiment aussi en écho avec cette nature. Et quand on s'en va, on expire une dernière fois. Et il y a vraiment quelque chose d'un fil comme ça tout au long de la vie et de l'innocence qui est pas très loin, et quand on perd l'innocence, on n'est pas loin de perdre la vie. C'est-à-dire qu'on peut continuer à survivre ou à vivre, mais on est un peu zombie. Bon, c'est moi qui le dis, hein, je prends la responsabilité de le dire. Mais en fait, quand on n'a plus d'innocence, bah, il y a plus de sens. Euh, on est, on n'a pas dans la capacité de se réjouir, d'être spontané. C'est difficile d'être présent. Donc en fait, bah, c'est ce que je racontais au départ, c'est que quand perd son innocence, on perd cette capacité à rayonner, sa divinité, sa souveraineté, et on devient manipulable, donc en fait, on va nous dire de faire ça, on le suit, on va nous dire de faire ça, on le suit, et en fait, c'est très, très grave. Donc tu avais envie de développer quelque chose, et c'est important, mais j'avais juste envie de parler de l'innocence comme vraiment une clé. Oui, et t'entendant dire ces propos, ces derniers propos-là, et regardant ma fille agir, donc qui n'a pas 2 ans, qui est dans un état d'enfant vraiment pur, et j'ai trouvé très intéressant parce que je la voyais, là, elle tournicote, elle voit ça, elle y va, et c'est parce qu'en elle, il y a cet état d'innocence, c'est parce qu'elle est mue par une énergie innocente que cette énergie est mouvement et qu'elle rayonne quelque chose et elle va chercher cette chose, elle la met dans un autre sens. Si elle était dans un autre état que celui d'innocence, elle serait sûrement freinée par beaucoup de choses et aurait moins de mouvement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'observe dans l'autre sens en me disant, si on refuse cet état d'innocence et on se positionne avec une autre posture, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose comme ça que je ressens de statique, de très, très lourd, alors que l'innocence permet cette ouverture et donc c'est une porte vers l'émerveillement. Et là où j'ai un peu halluciné à la fin, c'est que on fait aussi de cette notion quelque chose de péjoratif. L'innocence, c'est loi blanche, l'ingénu, ça va être l'enfant, celui justement qui ne sait pas. Alors quand je dis on, c'est la banalité des images qui peuvent être envoyées par tout à chacun si on est dans un endroit lambda. Et donc, voilà, il faudrait savoir, être intelligent, avoir de l'esprit, du bon sens, avoir de la réflexion, de la raison, être raisonné, un peu en opposition à l'état d'innocence. Et si on est dans cette posture-là, il y a quelque chose pour moi qui est vraiment dans le réfréné, dans le statique, dans le mort quelque part, dans la stagnation, alors que l'innocence permet ce mouvement, comme je la voyais là. C'est la vie qui n'a pas d'arrière-pensée, qui ne va pas faire des plans, qui ne va pas être
dans le calcul. Pas que le calcul ne soit jamais utile, mais on parle d'énergie, on parle d'impulsion, on parle d'état d'être. Et cette innocence, elle permet ça, le rayonnement, pour rester sur les polarisations, comme tu disais, pour qu'il y ait cet élancé-là et qu'elle aille à l'endroit où elle doit aller, comme les vagues qui sont libres. Les vagues, innocemment, elles viennent s'échouer sur la plage. Et cette innocence-là, elle est mouvement, elle est vie. La dernière chose, c'est, j'ai toujours beaucoup aimé cette phrase. On dit heureux le simple d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Et alors, j'ai entendu cette phrase plus jeune, où c'était pour moi comme une façon de dire, j'entendais les autres dire ça, comme de dire oui, les pauvres, bon, bah, ils n'ont peut-être pas accès aux mêmes choses que nous, ils sont simples d'esprit, mais il y a cette phrase qui dit au moins ils ont accès à quelque chose de céleste. L'image était belle. Et en fait, j'aime beaucoup cette phrase parce que je trouve qu'il y a une pédance, il y a quelque chose vraiment de l'orgueil et de l'ego beaucoup dans certaines cultures, voire de façon assez dominante chez l'humain, à penser avoir de la valeur et à être quelqu'un parce qu'on a de l'esprit et du raisonnement et qu'on n'est pas simple d'esprit, qu'on a un esprit très étoffé, très... Voilà. Et en fait, toute la dimension sacrée, souvent, ben, est passée à la trappe. Et donc, tout un pan de la vie, voire toute la vie, toute la substance, je ne sais pas si on m'entend avec ma petite chanteuse, toute cette substance-là n'est plus. Et en fait, la clé là de l'innocence est oui, heureux les simples d'esprit parce que le royaume des cieux leur appartient, pas celui qui a un handicap et qui est simple d'esprit, celui qui a la capacité d'avoir son esprit limpide, assez simple, pour accéder à l'état d'innocence et pour que son esprit ne devienne pas un despote et voilà, toute la place de l'ego et de l'orgueil. Non, être dans cet état pur de l'esprit simple pour pouvoir être connecté à quelque chose de bien au-delà de soi, à la vie, avec sa foi, au royaume des cieux. Oui, elle est magnifique cette phrase. Merci de la amener ici. Ouais. Et tu amènes avec cette phrase et le fait de regarder les mots, les simples d'esprit, le royaume des cieux, aussi toute la perversion de ce qu'on nous a fait prendre pour l'inverse. Simple d'esprit, c'est juste des gens simples. Ça ne veut pas dire qu'ils sont simplets. C'est la distorsion des termes. Le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume du divin. C'est pas d'être perché dans les nuages et les étoiles et de planer et d'être déconnecté de la réalité. Bon, alors je t'écoutais et je suis totalement d'accord. Et je vais pas mettre de dualité. Je crois que cette période dans laquelle nous évoluons, qui nous fait adopter ou penser, ou qui nous infantilise, qui nous impose des dictats, comme tu l'as dit, qui nous fait perdre notre moyen d'action et notre pouvoir, qui retourne les termes jusqu'à avoir du mal à utiliser les termes les plus importants comme Dieu, comme l'amour, euh, comme l'enfance, comme l'innocence, puis il y en a encore plein. En fait, on pourrait, dans une position de victime, dire bon, bah, il y a vraiment des vilains méchants, il y a notre raison qui va contre nous et c'est dur, la vie est dure et se traîner nos fardeaux. D'ailleurs, dans une vision que tu as eue tout à l'heure de la vie, de qu'est-ce que c'est de retrouver son enfant intérieur, je me disais, mais en fait, c'est le chemin de toute une vie et c'est l'intérêt du chemin de toute une vie aussi, de voir ça. Eh bien, je vais faire l'hypothèse, celle que je pose dans ma vie, qu'en fait, on n'est pas victime de ça, qu'il n'y a pas d'altérité, qu'il n'y a pas de polarité de l'autre qui voudrait nous imposer ci, nous imposer ça, nous pervertir, voilà, tout ce qui fait qu'on est un peu submergé. Au contraire, toute cette altérité est vraiment là pour qu'on retrouve notre innocence intérieure, qu'on retrouve son pouvoir intérieur, qui est le pouvoir de l'enfant de créer aussi. Quand on regarde un enfant, moi, ça me fascine, c'est que j'avais emmené mes enfants au Laos et ils ne parlaient pas un mot de commun avec les enfants sur place et ils avaient du sable et puis des déchets
des bouts de bois, des trucs de plastique, des vieilles vis qui traînaient, parce qu'il y avait pas mal de déchets. Et ils avaient construit un monde avec des souterrains, avec des véhicules. Ils avaient entre 7 et, je sais pas, 12 ans, avec aucun mot, avec pas d'ingénieur, mais un truc de dingue, en 2-3 jours, comme ça. Et je m'étais dit, mais waouh, ce pouvoir créateur de l'enfant, ce pouvoir de manifestation dans le monde, ce pouvoir d'attraction de ceux qui sont à leur bonne place pour créer cette construction. C'est vraiment le pouvoir de l'enfant. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche en ce moment dans nos vies? On cherche ça. On cherche à créer d'après ce qu'on aime. On cherche à manifester ça dans le monde. On cherche à attirer les gens qui sont à la bonne place autour de soi et nous d'être à la bonne place avec eux pour que les choses soient merveilleuses, quoi. Voilà, donc je fais l'hypothèse ici, après cette parenthèse sur qu'est-ce que c'est l'enfant, sur le fait qu'en fait, on peut complètement trouver ça quand oh, j'ai une émotion qui monte, du coup ça me on peut complètement trouver ça quand on prend le miroir du monde comme un dictat, comme une invitation à perdre son âme et à même à perdre de sa vitalité, comme tu as dit, hein. Je ne sais pas si tu as utilisé le terme de mortifère, moi j'ai parlé de zombie tout à l'heure. On est mis dans cet état-là, non pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas la finalité, non pas pour dire, ah bah voilà, les humains, vous allez là. C'est comme si papa, il dit, toi, tu es puni. Voilà. Pour dire, ok, je prends soin de l'enfant intérieur, mais je suis aussi un adulte. Et je suis un adulte qui prend soin de cet enfant intérieur. Donc pour moi, l'âge adulte, c'est l'enfant qui a pris conscience qu'il est aussi le père et la mère et qui doit aussi accueillir et protéger à tout prix cette innocence. Donc de récupérer la souveraineté de faire ça. Et le plus challengeant, c'est de le vivre. Mais voilà, pour moi, c'est aussi le but d'une vie. Tout ça, c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est important pour moi aussi et merci de le dire parce que je crois que c'est important de le dire souvent, que on n'est pas victime d'un plan, si ce n'est celui qu'on s'impose à soi-même. Si on sort de cette conception-là, la vie est une merveilleuse opportunité, peu importe la forme qu'elle prend. Elle est toujours une merveilleuse opportunité qui nous invite à faire ce chemin vers nous-mêmes, vers le recouvrement de ces énergies, de ces états divins que vivent les enfants. Et des choses dont tu as parlé, c'est une invitation merveilleuse. Et le monde nous fait à la fois miroir pour vivre ce chemin. Et là, du coup, c'est l'enfant en moi qui se régale de dire comme une quête, comme les aventuriers qui partent parce qu'ils sentent à l'intérieur d'eux le murmure de la vie, leur dire que là-bas, il y a un trésor fantastique. Alors voilà, on met des choses en route et on rencontre telle personne, elle nous dit ça. Mais justement, j'ai des frissons partout. Ma fille, elle se régale de m'entendre là. Moi, oui. Et donc, en fait, c'est la vie, c'est cette grande aventure à chacun d'être cet aventurier de la vie, d'âge des frissons partout, à chacun de s'autoriser et après d'apprendre. Et c'est là que la maturité et que c'est on garde sa couche, ma chérie. C'est c'est à léguer à nos enfants de dire oui, tu es une enfant, tu es un enfant. Pour le moment, je suis là parce que j'ai un rôle à jouer pour toi. Mais ce rôle-là, je suis en train de l'intégrer car tu vas le jouer pour toi-même, ce rôle après. Tu vas le jouer ou tu vas l'intégrer. Et donc ensuite, oui, cette énergie-là, elle est aussi à préserver, elle est à accueillir, elle est à protéger et elle est à tout ça pour qu'elle puisse se révéler, qu'elle puisse se retrouver, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse nous guider. Parce que d'ailleurs, je crois, et ça serait peut-être chouette aussi de mettre notre attention là-dessus, en fait, il y a tout ce truc de on cherche beaucoup les réponses à l'extérieur, puis un jour on comprend qu'elles sont à l'intérieur. Et où à l'intérieur, mais l'enfant a cette petite boîte à trésors formidable où il a mis
ou alors où on lui a donné, je ne sais pas quelle est l'histoire originelle, mais en tout cas, il y a cette petite chose très précieuse que l'enfant en soi connaît ou a, et qui permet de suivre les traces de cette grande aventure où il y a du mystère, mais en même temps, on sait profondément, et on flirte comme ça avec le ciel et avec la terre. Et voilà, c'est bien loin de l'histoire de la victime et de qui voudrait nous. Voilà. Euh, si on arrive à intégrer ce protecteur et cet accueil en soi pour vivre cette expérience-là, après, le chemin, c'est simplement un cadeau, ce présent à s'offrir et à révéler, à savourer, parce que merci, gratitude de vivre ça et de suivre les petites traces, les petites choses, les indices, les découvertes, toutes ces petites choses savoureuses, et en même temps d'offrir aussi, de créer. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne, ce plus et ce moins, cette alchimie de la polarité dans cette expérience aussi, elle est quand même complètement fabuleuse et, et, et ça fait du bien. Je profite aussi de ce moment pour redire merci. C'est tellement bon là, de dire ces choses, de s'y connecter et de sentir l'exaltation. Et là, je pense aux chevaux au galop, voilà, l'exaltation. Moi, là, je sens, moi, les chevaux élancés. Il y a quelque chose de la. Voilà, il y a toute cette épopée qui est en train de me traverser et d'aller convoquer cette énergie dans mon quotidien où je ne fais Ouais. pas du tout tous les jours à les chevaucher à ma façon, mais ça ne prend pas toujours cette forme-là. Là, de toucher cette énergie, gratitude, c'est savoureux et c'est comme un bain, c'est comme reconnecter à quelque chose, c'est important. Et donc, merci pour ce rendez-vous qu'on est en train de vivre là. Cette co-création, hein, parce que j'ai amené les éléments, l'intention, mais on est en train de faire une co-création complète en fait. Et moi, je suis vraiment heureuse. Déjà, à deux fois, tu as parlé des aventuriers, des chevaux, tu étais emballée en fait. Tu étais emballée par quelque chose d'autre. Et ta fille a réagi, comme quoi c'est vibratoire. Et c'est pareil avec tous les êtres, tous les règnes. Évidemment, avec les humains, c'est plus visible. D'ailleurs, il y a des vidéos d'un mec qui se met à rigoler dans le métro et tout le monde fait la gueule et tout le monde se met à rire, quoi. C'est communicant. Toutes ces choses-là, c'est l'enfant intérieur, c'est les émotions. L'enfant, il pleure, 2 minutes après, il rit et il se fait mal, il oublie. Voilà, c'est tout ça. Et pour moi, je sais que c'est important pour toi aussi. Et c'est pour ça que je suis aussi honorée de le faire avec toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci aussi à ce qui se passe, à ce qui se dit, à ce qui vibre. Parce que plus encore que les mots, j'avais envie qu'il y ait la pratique et bah, elle est là en fait, elle s'invite. Quand on parle juste, les choses sont là. Et, et cet état d'enfant, en fait, donc j'ai un petit peu dit ce que c'était pour moi, qui pouvait être proposé comme un modèle universel, mais après chacun fait comme il veut avec l'enfant, hein. Je ne veux pas imposer. Pour moi, l'enfant qui perdure toute sa vie, c'est l'artiste. C'est l'artiste. C'est transcender aussi cette expression du rire, de la joie, de l'épopée, de l'aventure, de l'émission de cette énergie, alors que ce soit par la voix, par le rythme, par la musicalité, par le mouvement du corps, l'élan en fait. Voilà, ces élans, ce sont ce qui devient dans la vie adulte les élans artistiques. Et j'aime bien voir les choses comme ça, parce que en fait, être artiste, ça ne veut pas dire vivre de son art, hein. Pour moi, être artiste, c'est juste se donner la liberté de créer et vraiment toute la place de créer et ne pas se restreindre dans l'âge adulte. Eh bien, l'artiste, c'est celui qui transcende les âges et qui transcende toutes les limites et qui va créer, et donc s'autoriser et valider sa création, et aussi qui va, par le fait qu'il va exprimer ça aux autres, comme j'ai dit avec le rire, contaminer les autres aussi et réveiller les enfants chez les autres. Et cette vibration que tu as eue tout à l'heure en parlant des aventuriers et tout ça,
eh ben, on a vu comment avec ta fille, ça l'a réveillée. Et l'art, pour moi, l'art ne change pas le monde et en même temps, l'art change la vibration, réellement, profondément. Je n'avais pas prévu de parler de l'art, mais bon, c'est tellement, tellement là, en fait, que c'est pas pour rien que l'art nous rejoint toutes les deux et que c'est comme ça que j'accompagne aussi. Voilà, je te laisse. Oui, moi, j'ai eu, comme les mots parfois sont connotés, galvaudés, souvent j'utilise le mot de l'expression parce que je le trouve très accessible à tout le monde et que ça remet parfois aussi, on disait tout à l'heure, heureux les simples d'esprit, cette notion de simplicité et d'accessibilité. L'art, pour moi, c'est d'abord, c'est de l'expression, c'est de la création, c'est des synonymes, création, expression. Et je suis contente que tu viennes sur ce sujet parce que là, cette énergie, quand j'étais tout emballée à parler de tout ça, en fait, ça m'a. Donc, j'ai connecté avec cette énergie j'exprime, donc qui sort là un peu, mais en fait, là, je touche une. C'est un peu comme quand on commence à se baigner, plus on rentre dans l'eau, et ben plus on est immergé, et plus on est trempé. Donc là, j'étais en train de. C'était un peu la source, et je me suis retrouvée avec cette énergie, et j'avais envie de te dire, ah Marie, du coup, tu vois là, en fait, ça suffit pas pour moi là. Là, j'ai envie de. Et il faut que j'ouvre autre chose. Et c'est là où moi, l'art arrive. C'est là où il faut que cette énergie, elle est trop importante pour être contenue. Et elle a besoin d'aller quelque part. Elle a besoin. Et donc, cette énergie crée. Parce que là, j'ai envie de bouger. J'ai envie de chanter. J'ai envie de. Là, ça s'ouvre. Et j'ai envie d'ouvrir les bras. Tu vois, et j'ai envie et besoin, en fait. Et à la fois, c'est cette énergie qui arrive. J'ai ouvert le micro parce que j'ai envie de rire, j'ai envie que vous profitiez aussi. C'est cette énergie qui arrive et qui a besoin de circuler. Et c'est aussi, et c'est aussi ah bah, du coup, je l'ai perdu. Cette énergie qui arrive et qui a besoin de circuler, Ouais. c'est aussi. Et voilà et ça va revenir du coup. Mhm. Ah, parce que il y a cette notion d'être inspiré. Et tu as parlé de la respiration tout à l'heure, du souffle aussi. Et donc Ouais. là, pour moi, il y a un lien, un pont évident et ça fait partie des petites clés, des petits bijoux du cheminement quand on sent. Et moi, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est là où j'ai vraiment saveur et où j'intentionne de continuer à cheminer. C'est moi, Nawel, en fait, je ne fais rien. Je suis traversée par une énergie ou comme ça parce que je mets mon intention, je me positionne, ça s'alimente et voilà, ça fait source et cette énergie grandit. Et en fait, je suis inspirée à un moment, c'est tellement que moi, Nawel disparaît. Moi, Nawel, ça fait des paillettes là, je disparais, j'explose, et c'est toute cette énergie qui prend la place et c'est tout le son ou tout le mouvement où moi, je suis plus là. Il y a, et je suis inspirée. Et à ce moment, et moi, j'aime vivre l'art comme ça. C'est et j'aime dire presque que c'est une canalisation dans ce sens-là, où il y a quelque chose qui est canalisé par mon corps, par qui je suis, et ça devient autre chose, et je deviens autre chose, et je disparais, et quelque chose d'autre arrive. Et donc, ça peut prendre des formes diverses, variées et insoupçonnées, insoupçonnables. C'est ce qui est formidable. Et il y a ce mouvement-là de sacré, de l'être, qui est d'une forme d'apothéose. Et vivre cette apothéose, c'est mon régal à vivre la notion d'art et à avoir la foi et avoir confiance dans ce que ça peut permettre vibratoirement, sans besoin de résultats, sans attente spécifique. C'est une intention vraiment du cœur. Et après, les choses font leur chemin, ça touche sûrement, consciemment ou inconsciemment, la vibration de ce qui est émis fait son chemin. Et en ça participe à la création du monde, à sa transformation, à son évolution.
Ouais, puis moi, dans l'explication que j'ai donnée de comment je vois l'être humain et qui n'est pas quelque chose qui a été parachuté, c'est vraiment quelque chose qui est relié à la vision physique maintenant. Donc avec la science unifiée, par exemple, comme l'a formulé Nassim Haramein, où il a fait un papier scientifique qui est édité dans Nature et qui est aussi édité aux éditions du CERN, donc du Centre expérimental de recherche nucléaire autour de enfin, à Genève, là, ce grand anneau. Donc c'est voilà, c'est avec des gens sérieux, quoi, je veux dire. La vision que nous sommes des émergences holographiques d'un champ unifié de l'univers, avec des informations, des singularités, et que nous nous laissions traverser, comme tu l'as dit, inspirer avec le souffle aussi, par ce champ unifié qui vient émerger à un moment donné de ce qui se passe ici et maintenant, dans le présent, qui vient peut-être d'ailleurs, qui va peut-être ailleurs, mais à la limite, on n'a pas besoin de savoir pour faire ça, pour l'exprimer, pour l'incarner, pour le vivre. Et aussi une grande conscience de cette singularité à ce moment-là, de je suis, comme tu l'as exprimé, de se laisser traverser. Donc, il y a en même temps une grande présence, une grande conscience, une grande responsabilité aussi d'émettre et d'exprimer cela au monde, de faire vibrer dans la matière incarnée ceci, ou depuis la matière incarnée, puisque le chant, en fait, c'est depuis la matière incarnée, mais ça s'émet à nouveau dans le monde non visible. Et, euh, donc, le job de l'être humain, d'après moi, c'est en même temps d'être hyper présent à ça et en même temps de s'effacer totalement à partir de là. Donc c'est aussi paradoxal et ça vient du grand tout et ça repart au grand tout. Et comme tu l'as dit, on ne sait pas qui ça va toucher, on ne sait pas quand, on ne sait pas où et peu importe en fait. Parce qu'en étant dans l'humilité de se laisser traverser, inspiré par ce qui est là, on est dans la certitude que c'est juste puisque c'est pas son ego qui a fait émerger ça, c'est juste le champ unifié, donc l'unité du monde, le grand tout, donc Dieu en fait, qui a fait émerger cela. J'étais au Japon en 2018 avec deux artistes, Tsuguo Yanai, qui est un artiste japonais, et Heide Bernard, qui est une amie française qui a été beaucoup faire du papier au Japon. Et on avait une discussion sur qu'est-ce que c'est le sens de la vie. Et donc, à un moment donné, nous, les Françaises, on a amené le fait que le but de la vie, c'est d'aller à l'unité. Et le japonais nous a sorti un truc qui franchement, ça m'a marqué et ça me marque encore. Il dit, mais n'importe quoi. L'unité, c'est de là où on vient. On ne peut pas avoir comme but de là où on vient. Il dit, non, le but de la vie, c'est de se singulariser dans l'expression de soi et dans la canalisation de ce qui est l'expression de soi, de ce grand tout, mais de soi, par soi. Et dit, voilà, c'est le but, c'est d'affiner, et ça c'est très japonais, c'est d'affiner, c'est d'être très précis, c'est peut-être de ciseler comme un orfèvre cette singularité d'être soi. Et plus on va vers ça, et plus on va aller toucher le grand tout et toucher plus largement en fait. Et ça me rejoint. Alors, ça me rejoint à ce que je ressens en tant qu'être humain de ma place d'enfant intérieur et d'artiste. Et ça rejoint aussi à la science unifiée qui dit l'extrêmement grand, l'infiniment grand, donc le monde de la relativité, et l'infiniment petit se rejoignent. C'est-à-dire mon petit chemin humain, humble ou pas, enfin, avec tout ce qui est là, rejoint l'infiniment grand du grand tout. Et les choses sont parfaitement au bon endroit, au bon moment, alignées, même quand l'ego est là. Parce que l'ego fait partie de tout ça. Et l'ego, il est bon quand justement il vient, il est suffisamment solide et discipliné pour que l'enfant intérieur, là on va utiliser, enfin, j'utilise des concepts alors qu'on n'a pas forcément bien défini, mais l'innocence, on va dire, quand l'innocence a les rênes longues sur le cou
et peut avancer, et peut vivre, et peut... Ouais, moi aussi, je suis connectée aux chevaux. J'ai un cheval, et l'image du cheval libre qui galope, c'est une image qui nous parle beaucoup, les humains. Les chevaux et les humains, on a des parcours très, très proches, en fait. Donc, merci d'avoir rappelé ça pour les chevaux. Puis, tu as envie de rebondir comme tu veux. Ouais, il y a beaucoup de choses, merci. Et une pensée pour cette personne au Japon qui a parlé de la singularité. Je suis pas très loin de Sète. Alors, je vais citer cette petite. J'ai envie de dire cette île parce que elle est rattachée. Elle est rattachée. Et d'ailleurs, ça fait une petite image sur la discussion qu'on avait d'être à la fois une part et d'être quand même rattaché, tout petit qu'on puisse être, à quelque chose de plus grand. Et on dit l'île singulière. Et j'aime beaucoup cette notion de singularité parce que ça m'a permis personnellement de trouver de la paix dans la notion de la différence. Tout à l'heure, quand on parlait de la lignée, j'ai parlé de quelque part, d'ailleurs, une blessure, moi, que j'ai vécue, de me sentir dans la différence, de ne pas être acceptée. Et donc, comment trouver sa place, comment faire honneur à qui on est et en même temps euh, être reconnu, voilà, toutes ces choses-là. Et la singularité, je trouve que c'est une notion formidable parce que ça permet de parler de cette notion de différence et en même temps de consacrer toute la place à cette différence. Comme tu le dis, c'est formidable parce que quand on comprend avec, oui, avec humilité, avec vraiment simplicité et parce que l'intention sincère, elle est d'exister au plus juste sans chercher à faire plus de lumière que je ne sais trop quoi. Enfin, cette notion-là qui pourrait être plus, on met souvent sur l'ego, sur quelque chose de moi, je suis et moi. Et quand on lâche ça, mais que on, on a bien conscience qu'on n'est pas non plus neutre. Et donc, cette aspiration à l'unité, elle est comme les vagues, elle est ce besoin d'appartenance et en même temps, à un moment de se dissocier de cette appartenance pour exister. Sinon, effectivement, ce n'est pas l'existence. Donc, pensez à cette personne au Japon qui parle de la singularité, notion qui permet formidablement de trouver et d'accepter. Pour moi, en tout cas, ça a été ça aussi, l'acceptation. Ah, du coup, ça me fait penser à Frank Lobvet. L'acceptation de qui je suis. Et parce que j'accepte sans attente, enfin avec des attentes racinaires du cœur, quelque chose d'intentionné, mais sans attente formelle, j'accepte de me laisser porter par cette inspiration-là, d'honorer ce qui est, sans vouloir essayer d'être quelque chose d'autre ou sans rejeter une part de moi parce que je voudrais que ce soit, voilà, en lâchant toutes ces choses et en acceptant de suivre cette singularité qui fait mon existence, j'arrive à vivre des sentiments d'unité et d'appartenance au milieu de mes semblables, de trouver une place. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident, mais il y a ce chemin-là qui se fait. Et en même temps, il y a cette grande paix qui peut s'installer en soi et qui permet de connecter avec plus grand, d'être dans quelque chose vraiment de la foi et de divin. Parce que, en fait, ce n'est pas soi. Cette singularité, ce n'est pas soi, c'est une particule de la vie, une particule de l'existence. Et c'est en fait l'acte de foi, la, le respect de la vie, il passe par là, en fait, en soi, d'accepter de jouer sa partition, celle avec laquelle on est venu à notre naissance, pour reparler aussi de ce début de notre conversation. On arrive avec cette partition. On ne va pas débattre, en fait, de cette partition. C'est la vie qui a choisi que cette partition existe. Et on a simplement à se laisser insuffler par l'énergie de la vie pour pouvoir la vibrer, la jouer. Et simplement, après, peut-être, voilà, comme un travail d'orfèvrerie, prendre conscience de subtilité et venir s'y installer pour pouvoir les goûter, parce qu'on vient quand même aussi pour savourer cette vie, donc s'offrir ce merveilleux présent dans le présent,
que de goûter cette singularité et ces petits endroits qui vont permettre de, sur un chemin de vie, créer par l'existence de l'être et tout un tas d'autres choses. Mais les êtres sont de merveilleuses créations aussi qu'on a à co-créer en soi et à révéler. Et, 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 et avec cette humilité de, comme pour l'art dont on parlait tout à l'heure, sans savoir vraiment qui nous serons, mais en jouant le jeu de qui nous devons être pour respecter la vie et pour s'honorer et pour honorer la vie et pour se laisser surprendre et donc goûter, savourer pour soi et l'offrir. Et là, on n'est plus du tout dans le registre effectivement d'un ego ou de... On y va innocemment. Et c'est ce qui permet, pour rester dans les notions qu'on évoque, c'est parce qu'on y va avec innocence, en acceptant de, cette simplicité, cette légèreté. C'est une notion, c'est sur cette dernière année, là, il y a eu cette chose dans ma vie. Peut-être même pas une dernière année, je crois que c'est depuis l'été dernier. Je mettais en opposition profondeur et légèreté. Dans ma vie, j'avais tellement eu besoin de profondeur, de choses subtiles et que la légèreté, ça avait été, on me l'avait transmis comme un mot aussi qui était connoté comme négatif. Les gens légers sont des gens qui manquent un peu de substance, qui ne seraient pas assez profonds, justement. Il y avait une opposition. Et en fait, j'ai vraiment réussi depuis cet été à sentir et à vivre que c'était possible que ce soit tissé ensemble, la profondeur et la légèreté. Et l'innocence permet ça. Ce n'est pas parce qu'on est dans la légèreté de l'innocence qu'il n'y a pas de profondeur, bien au contraire. Il y a un maillage formidable avec cette énergie d'innocence à vivre la densité, la profondeur, l'immensité bouleversante avec quelque chose de fugace, de léger, de ce petit souffle voilà, il n'y a pas besoin que ce soit grand-chose, on peut être dans la simplicité avec de l'envergure complètement transcendantale. Ouais, tu abordes les notions de maillage, de singularité, tu vas plus loin. Et ça me fait en résonance me poser la question si l'identité, c'est pas justement la chose qui nous empêche de nous singulariser. Le fait d'arrêter notre identité. J'imagine que dans certaines peuplades, à un moment donné, le père donnait le nom, comme tu as dit tout à l'heure, que ça s'est passé à la naissance. Le père donnait le nom, voilà, il n'y avait pas besoin d'autre chose, il n'y avait pas besoin d'autre que la communauté pour reconnaître cet être-là. Il y avait juste besoin qu'il émane qui il est et qu'il soit connu. Alors, s'identifiait, ouais, se singularisait par le fait de bien faire à manger, un autre par le fait de bien faire de la musique. Ils avaient chacun leur talent et ça suffisait. Et j'ai l'impression que de s'identifier, c'est un petit peu le chemin avec la personnification. Et quand il y a personnification, il y a un dédoublement en fait. Il y a un dédoublement de la personnalité. C'est-à-dire qu'on met à distance son être profond et puis ce qu'on représente dans le monde. Et du coup, par l'inversion des mots, tu as parlé de la légèreté, voilà, une femme légère, c'est ce que c'est, hein, c'est pas forcément, ça ne donne pas envie. Et ben, petit à petit, on a collé ça peut-être à des parts de soi. Tu parlais de Love Vet tout à l'heure. Donc, la femme légère, bah, c'est celle qui est une pute, hein. Donc, bah, moi, je ne vais pas être une femme légère, hein. Je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui parle de moi, moi, moi. Donc, moi, je ne vais pas parler de moi. Donc, je vais me taire. Donc, je vais me diminuer. Donc, je vais me cacher. Et donc, je vais m'oublier parce que je n'ai pas envie de briller, parce que mon identité, elle m'interdit de faire ça. C'est le personnage. Il y a des personnages de la lumière, des personnages qu'on met en avant, et il y a des personnages qui existent, mais qu'on met en arrière et qu'on cache. Et ce que je crois par rapport à ce que tu as dit sur l'acceptation,
Accepter sa singularité, c'est pas porter de jugement sur ce qu'il y a à mettre à l'arrière et ce qu'il y a à mettre à l'avant. C'est juste embrasser tout ça. Embrasser tout ça, jouer tout ça, parce que bah, on est des humains, on peut jouer avec différents masques. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelque chose qui nous est donné. Ça peut être rigolo. Et en fait, ces différents masques peuvent faire sonner comme personner. Ça vient de pour sonner en grec. C'était le personnage du théâtre qui avait ce masque avec une résonance pour encore amplifier la voix. Ce qu'il en reste un peu dans le visuel, c'est le masque de Venise aujourd'hui, avec cette proéminence au niveau de la bouche. Pourquoi pas utiliser le masque pour sonner aujourd'hui et faire résonner ce qui est à l'intérieur, sa singularité, suivant plusieurs facettes. Ce n'est pas un problème. Le tout étant de ne pas s'identifier à un personnage et ne pas se couper soi du personnage ou ne pas interdire de vivre à une partie de son être et de sa singularité en lui disant là oui, là non, en se punissant dans certaines situations ou en punissant l'autre et en se donnant des trophées et des cadeaux dans d'autres situations. Et c'est là que j'ai envie d'en arriver, parce qu'en fait, j'avais envie d'aborder des choses et c'est marrant parce que je les ai oubliées, mais la conversation me ramène à. Donc, donc l'importance du rituel, pour moi, primordial. L'importance de l'accueil dans la vie, la naissance, rituel de naissance, travail des doulas, extraordinaire. L'importance d'accueillir la jeune femme qui a ses règles, qui rentre dans le monde des femmes. Et l'homme, bah, je ne sais pas ce que c'est son rituel, mais ce serait important d'avoir un rituel pour le faire entrer dans le monde des hommes, où il prend des responsabilités, où voilà, il est autonome. Et rituel pour devenir parent. Et puis, évidemment, rituel de mort, parce que l'accompagnement des êtres qui partent et qui retournent au grand tout, évidemment. Et moi, j'ai envie d'ajouter un autre rituel qui peut être refait, que j'appelle et que je fais. Donc, avec le rituel de naissance à soi-même, on se donne dans ce que j'accompagne, le rituel de naissance à soi-même, aujourd'hui, comme si on avait posé la graine à nouveau, le spermatozoïde dans l'ovule, hop, fusion, et on décide, on redécide en fait le chemin de l'âme, mais à l'âge où on est. Et le deuxième rituel qui me paraît important, c'est le rituel d'épiphanie. Comment est-ce que je fête la consécration et le rassemblement de toutes les parts de moi dans une célébration et une fête, je dirais, incommensurable. En fait, il y a pas de limite. Alors évidemment, au moment où on l'a fait, toutes les parts de soi ne sont pas rassemblées. Mais c'est comme poser une intention et dire, voilà, là, maintenant, à partir de maintenant, je me rassemble, je m'accepte, je m'accueille et je ne suis plus séparée. Alors moi, je le propose, mais en fait, il n'y a pas que moi qui fais ça, hein. Enfin, c'est pas parce que je le propose, je fais pas juste ma pub, quoi. J'avais une latence parce que je répondais à un besoin d'aide pour ma petite, mais c'est intéressant de s'autoriser à célébrer des choses même si elles ne sont pas abouties, parce que rien dans les choses qu'on accomplit sont jamais totalement abouties. Pour refaire un parallèle avec l'art, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce que c'est fini? Quand est-ce que c'est parfait? Quand est-ce qu'on est satisfait? Tout ça aussi, lâcher ces choses qui sont liées aux attentes, aux exigences, à la représentation qu'il doit y avoir un moment, lâcher ces choses-là qui, comme l'identité, ne sont pas figées. Parce que ça m'a beaucoup parlé aussi que tu parles de l'identité qui enferme et dans laquelle on peut s'enfermer, qui peut freiner. Donc lâcher l'idée que les choses sont figées, parce que si c'est figé, c'est mort. Dans la vie, c'est tout est mouvement. Saisir l'instant et puis accepter que les choses seront différentes à un autre moment. Donc toujours regarder, ça permet de rester en présence parce que du coup, on regarde toujours et on découvre toujours. Donc on active toujours cette capacité de l'émerveillement. Et d'ailleurs, par rapport
identités qu'on peut avoir et la connaissance de soi. J'ai vécu ça ces derniers temps aussi en remettant en question des choses dans ma vie parce que je me connaissais d'une certaine façon et je pensais dans le présent avoir besoin de mettre certaines choses en place. J'avais certains rêves qui, par leur forme, ressemblaient à certaines choses. Et en fait, gratitude d'avoir ce corps merveilleux qui sait, qui nous parle. Et on n'en a peut-être pas beaucoup parlé comme ça. Donc aussi de dire que on a un merveilleux aiguilleur avec nous, qui est nous, qui est une part de nous. C'est ce merveilleux corps qui sait nous dire, et donc prêter attention à tout ce qui est de ce corps et ce qui le traverse et qui l'habite, nous dit qui on est dans ce présent. Parce qu'on a peut-être ressenti ça, on a peut-être aimé ça, on a peut-être voulu ça. Il y a peut-être tout un tas de choses qui appartiennent à un bout du chemin derrière nous. Et il y a des choses qui appartiendront à ce bout de chemin par la suite, mais dans l'instant présent, dans ce présent, les seules réponses et la seule identité, les seules finitudes perceptibles pour pouvoir saisir un petit peu euh, ce qui peut être juste, etc. C'est prêter attention à ce corps, à ce qui nous dit. Remets-le, chéri. Et comme ça. Et voilà. Et je vais devoir m'exprimer auprès de ma fille. Je vais couper le micro. Mhm. Ouais, merci à elle d'être là, parce que c'est pas anodin d'être avec un enfant petit comme ça et de parler et qu'elle soit aussi tranquille en fait, de savoir gérer comme ça sa propre attention, l'attention de son enfant. Je trouve que c'est aussi une belle illustration. C'est aussi pour ça que j'étais touchée que Nawel soit là avec sa fille dans ce que tu disais. J'ai fait une petite intermède pour te rendre grâce par rapport au fait d'être là avec ta Merci. fille. Parce que je le sens vraiment, c'est pas pour combler du vide. Ben moi, d'ailleurs, par rapport à ma posture vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis d'elle, j'essaye d'être attentive à mon rôle qui, justement, lui aussi, n'est pas vraiment défini et que je redéfinis à chaque instant en fonction des situations, entre l'aspect pragmatique d'une vie où il y a des moments, les choses, on fait comme on peut, et de ne pas, coûte que coûte, vouloir s'attacher encore là à la représentation qu'on a de ce qu'on devrait faire, qui on devrait être, comment les choses devraient se passer. Et en même temps, laisser cette amplitude à cet être-là aussi qui, du haut de ses pas encore 2 ans, apprend à s'écouter. En tout cas, j'essaie de lui donner cette capacité-là. Par exemple, depuis toute petite, quand elle tombe ou que quelque chose se passe, avant de moi agir, réagir, je lui laisse le temps d'avec son corps sonder ce qu'elle ressent, ce qui se passe, pour que en elle-même elle trouve et elle crée déjà ces chemins-là pour pouvoir relationner avec elle-même, trouver la voie. Et c'est son propre pouvoir. C'est pas à moi de venir. Enfin voilà, c'est un postulat et puis c'est de l'expérimentation, mais j'essaye de lui donner ces opportunités-là pour que ce rapport à soi-même à travers son corps, à travers une relation à soi qui a besoin, qu'on trouve sur son chemin, parce qu'on a le chemin de vie qu'on doit avoir et chacun vient jouer sa partition, mais si idéalement un parent peut permettre de faciliter. J'aime bien ce mot, tu l'utilises dans ton travail. Faciliter pour elle sa relation à elle-même depuis l'enfance pour que, en grandissant, elle ait déjà un bout du chemin de fait
voilà, que moi j'ai fait autrement. Je trouve que à mes yeux, c'est important, c'est intéressant. Et, et je trouve que c'est aussi des choses qui ont de la valeur, auxquelles c'est important de se consacrer quand on est parent ou qu'on est tout simplement un individu à côté d'autres individus parce que ou personne de permettre à ces êtres autour de nous de sonner voilà, en facilitant des choses, en accompagnant des choses sans jamais enlever, avec cette conscience de ne pas enlever du pouvoir, le pouvoir de l'autre qu'il a avec lui-même pour lui-même. J'ai peut-être fait un petit décalage par rapport à là où tu en étais, mais de notre échange. Bah non, pas J'ai du tout. rebondi par rapport. T'as apporté deux exemples. Enfin, pardon, hein, mais je répondais juste à ce que tu disais en dernier. Tu as apporté un exemple dans ta vie à toi de comment tu t'identifiais pas, à qui tu pensais être, qui par certains côtés te limitait. Et puis, tu as donné une magnifique illustration. Franchement, si j'avais voulu l'imaginer d'un échange théorique, on va dire, en fait, où on échange des concepts, des mots, des expériences, mais où aussi on est traversé par des expériences dans le corps. Là, moi, dans ce qu'on s'est échangé pendant tout ce temps, et je me dis qu'il faut peut-être pas non plus trop tirer sur la corde du temps parce que ta fille, elle est bien sympathique, mais il faut peut-être aussi la respecter là-dedans. Parenthèse fermée. J'ai aussi vécu, moi, dans mes cellules, dans les différents états de corps, autant de la consistance et des choses où les choses sont posées. Et puis, comme tu l'as exprimé à un moment donné, beaucoup de joie, d'expansion, de quelque chose qui, en fait, et puis ce que tu as raconté par rapport à ta fille, que tu lui laisses un temps pour être avec elle, bah, il y a vraiment des clés concrètes de déjà, qu'est-ce que c'est l'enfant? Qu'est-ce que c'est l'enfant, l'enfant-enfant, donc tu parles de ta fille, l'enfant intérieur, bah, c'est peut-être justement cette densité de la matière où à un moment donné, on se sent dense, on se sent voilà, happé par le monde, émerveillé par... et puis à d'autres moments, on se sent faire partie du tout et étincelant et pétillant et tout ça. Donc tu nous as fait sentir ça. Et, et peut-être bon, ça m'est venu, donc je le pose. Peut-être qu'en le disant, je vais voir si c'est valide ou pas. Moi, c'est ça aussi. Je suis plus dans un laboratoire de la vie, comme un enfant en fait, hein, qui essaye des trucs, qui essaye, qui essaye, qui essaye. Puis à un moment, hop, ah ouais, ça me parle. Bah, moi, j'ai un truc qui marche bien, c'est que dans des situations, quand je me trouve un peu dans une impasse, bah, je me dis, je sais pas. Voilà, j'oublie tout le savoir. Et puis, j'essaye de voir qu'est-ce que la vie me présente. Le chemin s'ouvre ou pas, ou je fais demi-tour, peu importe, mais d'arrêter de savoir et d'arrêter de s'identifier aussi à ce jeu sachant et de se perdre parfois. Ou alors, ce qui est arrivé là avec un proche qui m'a dit ça aujourd'hui, c'est bah, sauter dans le vide. Sauter dans le vide. La raison nous dit de pas faire comme ça. Les autres nous disent de pas faire comme ça. Tout le monde nous met en garde. Il y a une intuition intérieure, il y a un appel, comme l'enfant quand il a l'appel de faire. On y va. On se jette dans le vide. Non pas parce qu'on est suicidaire, mais parce qu'on a l'intuition que derrière cet inconnu, il y a tous les possibles. Quand même, l'enfant qui apprend à marcher, qui apprend à faire des trucs, il est là-dedans, quoi. C'est quand même assez magnifique de regarder un enfant avec des yeux d'enfant, justement, et de le voir faire toutes les expériences pour se dépasser dans son corps, dans son habilité actuelle. Et quand on reporte ça sur l'adulte et qu'on se dit, bah, en fait, tout ce qui est là dans le monde des possibles qui s'offre à moi, il n'y a rien de possible, ou il n'y a rien qui me va. Il y a aussi le saut dans le vide. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux et de transcendant de l'être humain, que d'avoir dans ses possibles le fait de créer nos autres possibles en se jetant dans quelque chose qui n'existe pas encore. Et en ayant la foi.
Oui. Et là, on parle c'est un art et c'est carrément créatif aussi. Je te remercie de parler du rythme de ma fille. C'est vrai que là, voilà, dans pas Oui, trop oui, longtemps, c'est pour ça que je le pose et tu dis quand c'est OK, mais déjà, il y a eu tellement de choses. oui, bah, dans pas trop longtemps, là, Oui, mais il y a une chose que je voudrais partager aussi parce qu'avec ce que tu dis, conclus, euh, conclus. On n'a qu'à conclure et puis tu dis et puis voilà. Puis oui, moi, je dirais, puis voilà. euh, je vais parler d'un cas concret de ma fille aussi parce qu'elle me renvoie des choses aussi sur ma façon de vivre et j'ai une chaise. Bah, d'ailleurs, elle est là. Je sais pas comment on tourne la caméra, mais pas comme ça. J'ai une chaise comme ça. Je sais pas si on va voir. Voilà, une chaise pour enfants qui est juste là. Hop. Et donc ma fille, elle arrive vraiment juste ici. Elle est petite quoi. Elle a pas 2 ans, mais elle monte. Je l'ai vue. Bah là, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle fait ça. Elle s'est montée sur cette chaise toute seule un jour sans faire de bruit. Elle monte. Je me retourne. Elle était tout en haut. Incroyable. Et alors, forcément, c'est très haut pour la taille qu'elle fait. Donc, mon rôle de parent, c'est de la protéger aussi. Donc, je lui explique que pour monter sur cette chaise, ça serait bien qu'elle vienne me trouver avant pour que quand elle monte, moi, je sois à côté. Puis par la suite, j'ai trouvé de l'explication de dire c'est comme au cirque ou quand on fait de la gym, des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vient pour assurer, pour parer. Mais voilà, j'écoute les mots que je dis. Et je vois que ma fille a un élan formidable à se jeter comme ça avec toute son innocence et sa folle énergie dans de l'exploration et donc dans de l'escalade. Là, elle comprend ce que je suis en train de dire et elle va commencer, elle s'approche de la chaise. Et donc, elle fait ça formidable. Et je vois que si moi, je commence à lui expliquer que d'une chaise on tombe, qu'il faut faire attention, je vais créer dans son esprit une notion. Et alors là, ça devient très délicat et c'est important et ce qui se joue. Et donc, j'ai pas de solution, mais voilà, je suis dans ce laboratoire moi au quotidien avec cette notion entre lui permettre de prendre soin d'elle quand elle s'élance dans des projets où il y a une dimension qui est au-delà de sa petite taille, qui est au-delà de... où il y a potentiellement du soin à mettre dans cet ouvrage, sans créer de la peur, des freins, l'illusion, la croyance qu'il va falloir qu'elle ait besoin que quelqu'un d'autre soit là pour qu'elle puisse faire des choses en sécurité. Parce que j'ai l'impression que c'est ce que je vais transmettre si je lui rabâche qu'à chaque fois qu'elle fait un truc, qu'il y a un danger, qu'il faut que maman soit là pour que s'il ne se passe rien, alors c'est pas ce que j'ai envie de raconter. Donc, je cherche, j'expérimente et je fais le parallèle avec moi aussi à voir qu'on est capable de faire des choses au-delà de nos petits gabarits. Parfois, voilà, les choses semblent bouchées, comme tu dis, on peut avoir des perceptions d'un champ des possibles réduit, restreint, etc. Et en fait, d'une part, c'est incroyable ce qu'on est capable de mobiliser quand on se lance, quand on fait ce saut vers l'inconnu, donc vers le nouveau, et, euh, et que en même temps, le plus important pour sa propre sécurité là-dedans, parce qu'il y a une prise de risque, forcément, sinon, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de nouveau possible. C'est que le soin et la sécurisation la plus importante, elle est dans la confiance qu'on a en soi. Et donc, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à ma fille, de ne pas lui dire que c'est à l'extérieur, mais qu'en elle, elle doit trouver le soin de faire les choses pour aboutir. Enfin, c'est compliqué de poser les mots et vraiment en sachant ce que ça peut faire germer et d'apprendre moi aussi dans ce discours-là à avoir la juste posture en moi pour pouvoir bien lui transmettre. Voilà, j'espère que été assez claire parce que c'est assez subtil comment je vis cette notion-là autour de, de, de l'expérience et de suivre cet élan qui nous pousse à nous dépasser dans une vie. Et j'aime beaucoup ce qu'on vit là avec cette histoire de chaise et ça me plaisait, m'importait de pouvoir le partager avec vous pour clôturer tranquillement ce merveilleux échange, Marie. Mmh.
Non, mais c'est super enseignant. C'est ces cas concrets, en fait, où on sait de quoi on parle et où on peut aussi faire résonner en soi, j'imagine ceux qui vont nous écouter, dans des situations où ça nous parle, où ça résonne en nous. Parce qu'on a déjà vécu des situations similaires, on sait comment on réagit et par rapport à ce que tu as dit, ce que ça me fait, sentir, c'est qu'en fait, pour pouvoir accompagner au mieux les enfants, c'est aussi, heu, voir comment c'est OK à l'intérieur de soi. Parce que c'est toujours à partir de soi et de l'expérience de son enfant intérieur, de celui qui est là encore, qui est encore là vivant, qu'on peut transmettre à un enfant, les limites comme, les possibilités et de toute façon, déjà, par rapport à l'éducation des enfants, bah, de faire au mieux d'après qui on est, parce qu'on n'est pas un autre parent, il y a pas de perfection, hein et d'autres, beh, ça c'est des poncifs, hein, j'enfonce des portes ouvertes. Mais justement, dans cet écho de comment l'enfant, il résonne en soi quand on est amené à être à ses côtés, en tant que parent, d'accepter de faire le chemin et d'accepter de ne pas soit ne plus être l'enfant et donc c'est ce qui se passe aussi souvent avec des enfants qui grandissent un peu plus, de poser ses attentes sur son enfant parce que soi-même on se le donne pas à vivre. C'est ce qui m'est arrivé avec mes gamins quand ils avaient 18 ans. Je leur ai dit: «Vous voulez pas partir faire un tour du monde?» Ils m'ont dit: «Non maman, on veut» donc j'ai des jumeaux. «Non, on veut étudier, on veut faire une prépa». Tout ce qui pour moi est un enfer total et à l'encontre de ce que j'aurais aimé, mais j'ai respecté, c'était leur souhait et de me dire: «En fait, la projection que je fais sur vous de voyager, c'est moi qui ai envie de le faire. Donc je vais me donner à moi l'autorisation de le faire» et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que eux n'ont pas senti le sacrifice que je faisais de ne pas y aller. Eux ont pu faire ce qui leur faisait envie et moi, j'ai pu faire ce que j'avais envie et du coup, bah, je dis ça juste pour voir comment on peut cheminer avec son propre enfant et laisser les enfants vivre et ça me ramène à ce qu'on a dit au début, un peu pour boucler la boucle. En fait, on vit dans un monde où on nous maintient dans un état d'infantilisation. On a aussi dit que c'était une expérience, hein, que c'était pas un état final des choses et qu'on n'était pas des victimes. Mais de le voir et de dire: «Non, moi de ce côté-là, je suis adulte en fait. Je peux complètement choisir de ne pas y aller et je suis pas infantilisée». Par contre, de laisser vivre l'enfant intérieur, c'est un autre endroit. C'est un endroit aussi qui est protégé et on a dit la richesse de ce que c'était l'enfant. On l'a abordé à plein, plein d'égards et la richesse, elle est même avec un infini de possibles. J'ai envie de conclure par cette phrase: «L'enfant intérieur qui vit et qu'on maintient vivant par, la vie comme on peut la vivre, parfois on l'oublie et c'est OK, c'est se préserver une infinité de possibles de vie en soi, par l'expérience, par je sais pas, l'enfant il sait pas, il fait l'expérience, par, je me vois de le faire, je le fais. Si ça échoue, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde et puis encore plein, plein, plein d'autres et merci d'avoir, témoigné, de tout ça. Merci d'avoir été vraiment co-créatrice de ce moment. J'ai envisagé, une question-réponse, mais pas à ce point-là, une co-création fluide et comme ça comme je vois deux dauphins qui nagent ensemble, la même nage. Même avec ta fille, 3 dauphins. Donc merci d'avoir, joué le jeu. Merci vraiment à ta fille. J'ose pas la nommer parce que je sais pas si tu as envie qu'on la nomme là. Non, Heu, elle vient de se bah, faire mal, alors OK. Donc merci et puis, bah, on va s'arrêter là. Tu vas pouvoir, lui donner tous les soins dont elle a besoin. Merci merci Marie, Nawel. Je elle coupe vient de se confier. Merci pour et ce merveilleux bon, échange. Tes mots merci et ont beaucoup de ont tendresse parlé vers elle. Merci, merci beaucoup. plein d'amour et Plein de joie. d'amour.
Oui, et d'innocence et de tout ce qui va avec. Et d'ailleurs, ma chienne vient faire des bisous pour clôturer. Et voilà, avec un gros clin d'œil aux animaux qui sont de merveilleux compagnons pour les Mm. enfants, pour les enfants intérieurs enfin les enfants que nous sommes, Oui. et pour cette qualité d'innocence et ces merveilleux états qu'on peut partager avec nos animaux, avec les animaux. Mm. Oui, on a parlé du chien, on a parlé du cheval, on a parlé des dauphins. Ils sont là, hein. Ils sont là pour accompagner aussi les humains. Pas oublier notre nature. Eh, ça va mieux alors? Ça va mieux? Allez, bonne soirée à vous, profitez bien. Merci Merci, et à à bientôt. ceux qui nous auront rejoints. Je t'embrasse, Marie. Oui, merci à tous ceux qui nous auront rejoints. J'embrasse aussi Nawel. Bisous, bisous.